Pendant des décennies, l'équation de l'industrie mondiale, elle semblait vraiment gravée dans le marbre. Ouais, totalement figé en fait. C'est ça. Le Nord fabriquait les machines complexes et le Sud fournissait la terre, la roche, enfin la matière première brute, quoi. C'était la règle implicite du commerce international. Sauf qu'en avril dernier, un événement très silencieux a un peu fait exploser cette certitude. On a vu une flotte entière de cargos quitter les côtes algériennes. Et le plus fascinant, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Bah oui, parce que dans leur cale, il n'y avait pas de pétrole, pas de gaz naturel, ni de minerais bruts fraîchement extraits. Ces navires-là, ils étaient remplis d'acier de haute technologie. De l'acier certifié, usiné, prêt à l'emploi. Exactement. Et leur destination finale, c'était l'Europe. En fait, c'est comme si la machine s'était littéralement inversée. C'est un vrai séisme silencieux dans la géopolitique industrielle. Si on regarde l'histoire, une nation en développement dans le bassin méditerranéen, son but c'était d'exporter des hydrocarbures pour pouvoir acheter de l'acier européen ou asiatique. Pour construire ses propres villes, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on observe un transfert technologique majeur. Ça prouve que la carte de l'industrie lourde est en train de basculer, et à une vitesse vertigineuse. Et pour comprendre ce basculement, notre exploration d'aujourd'hui, elle s'appuie sur un rapport économique assez pointu. Un rapport qui met en lumière le moteur de ce changement, c'est le complexe sidérurgique Tosyali-Algérie. Un géant industriel qui est né d'une alliance stratégique, des capitaux et des ressources algériens d'un côté, et une vraie expertise turque de l'autre. C'est vraiment le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. On veut décortiquer les mécanismes de cette usine hors norme. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Non, c'est clair. On parle d'un pays qui passe du statut d'importateur massif, vraiment dépendant de l'étranger pour la moindre poutre métallique, à celui de fournisseur des chantiers européens. Et ce qu'on va essayer de comprendre, au-delà des gros chiffres, c'est comment fonctionne réellement cette stratégie de diversification. Complètement. J'ai envie d'utiliser une image pour qu'on se représente bien le truc. C'est un peu comme si un immense chantier de construction, qui devait autrefois faire livrer chaque brique, chaque poutre depuis l'étranger, se mettait soudainement à fabriquer ses propres matériaux. Ouais, et non seulement il fabrique pour lui-même, mais il commence à fournir tous les chantiers des pays voisins. C'est fou quand on y pense. Mais du coup, pour saisir l'ampleur du phénomène, je crois qu'il faut vraiment oublier l'image un peu cliché de la petite fonderie locale, non ? Ah oui, il faut vraiment oublier ça. Les sources qu'on étudie aujourd'hui décrivent carrément l'une des plus grandes infrastructures de production de fer et d'acier de tout le continent africain. C'est une vraie ville industrielle, en fait. C'est ça, mais la taille, ça fait pas tout. Ce qui est frappant dans ce rapport, c'est la profondeur de l'intégration technologique. C'est-à-dire ? L'usine fait pas juste fondre de la ferraille. Pas du tout. L'usine prend en charge l'intégralité du processus métallurgique. On part de la poussière de roche, littéralement de la terre, jusqu'au produit ultra spécialisé qui sort à la fin. D'ailleurs, en parlant de poussière de roche, le rapport mentionne des termes techniques qu'il va falloir démystifier un peu. Je vous écoute ? On parle beaucoup de transformer le minerai de fer brut en boulettes. Je suis curieuse, avant même de parler d'acier, pourquoi on a besoin de faire des boulettes avec de la roche ? C'est une excellente question. Bah oui, pourquoi ne pas simplement prendre le minerai qu'on extrait de la mine et le jeter directement dans un grand fourneau ? En fait, c'est parce que la métallurgie moderne, c'est avant tout de la chimie et de la gestion de flux d'air. Le minerai brut, quand il sort de terre, il ressemble souvent à de la poudre, des particules hyper fines. D'accord, c'est pas des gros cailloux. Non, voilà. Et si on verse cette poudre très fine directement dans un haut fourneau, elle va tout de suite boucher les conduits de ventilation. Ah, et ça étouffe le feu. Exactement. Donc le processus de boulettage, ça consiste à prendre cette poudre, à la broyer encore, à la mélanger à des liants et à la cuire. Pour faire des petites sphères solides. C'est ça. Et le gros avantage de ces boulettes, c'est qu'elles laissent des espaces entre elles. L'air et les gaz peuvent circuler librement pendant la transformation thermique. C'est vraiment indispensable pour le rendement de la suite. Je vois. On structure la matière première pour qu'elle puisse respirer dans le four, en quelque sorte. C'est une très belle façon de le résumer, ouais. Et c'est là qu'intervient une autre notion clé du document. L'usine utilise une unité de, je cite, « réduction directe ». Oui, le fameux procédé DRI. Alors là, je dois admettre une certaine confusion. Quand on pense à la fabrication de l'acier, l'image classique, c'est les hauts fourneaux traditionnels avec d'énormes quantités de charbon. Les trucs qui brûlent à des températures infernales, ouais. Voilà. Qu'est-ce que cette réduction directe apporte de si différent ? Est-ce que c'est un vrai saut technologique ou c'est juste un mot compliqué pour faire bien ? Ah non, c'est un saut technologique fondamental. C'est même le cœur de l'efficacité de ce complexe. Dans un haut fourneau traditionnel au charbon, le but, c'est de faire fondre la roche.
Ce qui doit consommer une énergie folle. Une énergie colossale, oui, et c'est très polluant. La réduction directe, elle, ne fait pas fondre le fer. Ah bon? Mais comment on fait alors? En fait, le minerai de fer contient naturellement de l'oxygène, et cet oxygène, il faut l'éliminer pour avoir du fer pur. La réduction directe utilise un gaz réducteur, qui vient souvent du gaz naturel, et ce gaz va littéralement arracher l'oxygène des boulettes de fer. Et tout ça sans fondre le métal. Exactement, ça se fait à une température inférieure à la fusion. Le résultat, c'est du minerai de fer pré-réduit ou fer éponge. C'est beaucoup plus propre et efficace sur le plan énergétique. C'est super intelligent. Et surtout, ça permet à l'Algérie d'utiliser intelligemment ses vastes ressources en gaz naturel, au lieu de devoir importer massivement du charbon polluant. D'accord. Donc l'usine utilise le gaz local, non pas seulement pour chauffer, mais vraiment comme agent chimique pour purifier le fer. C'est ça, le gaz fait le travail de purification. C'est brillant. Bon, une fois qu'on a ce fer purifié, le rapport explique que l'usine produit toute une gamme d'éléments. Des billettes, des tôles, d'acier laminé à chaud, des fers à béton. Faisons un petit arrêt sur image là-dessus. Allez-y. Le fer à béton, je pense que tout le monde visualise, hein. C'est ces longues tiges métalliques torsadées qu'on voit sur les chantiers qui structurent nos immeubles. Mais les billettes et la tôle laminée à chaud, c'est moins parlant. Concrètement, de quoi on parle? Pour schématiser simplement, la billette, c'est un produit semi-fini. Faut l'imaginer comme un énorme lingot d'acier. Une barre rectangulaire supermassive. D'accord, un gros bloc. Voilà. Telle quelle, la billette n'a aucune utilité, mais c'est un peu la pâte à modeler de l'industrie. C'est cette billette qu'on va réchauffer et étirer pour faire par exemple le fameux fer à béton. Et pour la tôle laminée à chaud? Là, c'est un autre procédé. L'acier incandescent, il passe entre des rouleaux géants. Et ces rouleaux vont l'écraser avec une force titanesque pour l'aplatir et former de longues plaques. Un peu comme quand on étale de la pâte à pizza avec un rouleau? C'est l'idée, mais avec des températures que l'on fait. Et à chaud, ça veut dire que l'acier est travaillé pendant qu'il est encore malléable. Ça donne des plaques super robustes, c'est l'idéal pour la construction navale ou les gros tuyaux industriels. Ce qui nous amène à la spécialité qui semble couronner tout ça dans le rapport, là, la production de bobines d'acier. Ah, les bobines, le nerf de la guerre. C'est marrant parce que quand on pense aux exportations industrielles, on visualise souvent des objets finis, tu vois, des grues, des ponts. Mais le document insiste lourdement sur ces bobines. Pourquoi on enroule cet acier? En quoi c'est si stratégique? Parce que la bobine d'acier, c'est vraiment le stade ultime de la matière première, juste avant de devenir un produit de consommation courante. C'est-à-dire? Et c'est une immense feuille d'acier qui fait parfois plusieurs kilomètres de long et on l'enroule sur elle-même. Déjà, d'un point de vue logistique, c'est hyper compact à transporter. Ouais, un gros rouleau, c'est plus facile à bouger qu'une plaque de 3 km. Exactement. Et l'autre avantage, c'est que ça se déroule en continu. Quand la bobine arrive dans une usine d'électroménager ou chez un constructeur automobile, on la place au début de la chaîne de montage. Et la machine la déroule toute seule. Voilà, au rythme de la chaîne. Les machines vont découper la tôle, l'emboutir, et ça devient une portière de voiture, un tambour de machine à laver ou le côté de votre réfrigérateur. C'est fou de se dire qu'on a tous de cet acier chez nous sans le voir. Complètement. Maîtriser la production de bobines, c'est vraiment détenir la clé de toute l'industrie manufacturière moderne. En fait, pour reprendre notre métaphore de tout à l'heure, c'est comme regarder un restaurant gastronomique. Je vous suis. Il y a le restaurant qui achète sa farine à l'étranger pour faire son pain. Et il y a celui qui possède ses propres champs de blé, qui maîtrise la mouture du grain et qui gère la cuisson de A à Z. Tosyali, Algérie, visiblement, se contente pas d'acheter de la pâte toute faite. Non, ils font tout. Ils transforment la terre brute en un produit parfaitement calibré pour les chaînes de montage du monde entier. Ça leur donne un pouvoir absolu sur les prix et la qualité, non? Mais c'est exactement ça. Votre métaphore illustre parfaitement ce qu'on appelle l'intégration verticale. Et les implications dépassent largement les murs de l'usine. C'est l'économie du pays qui change. Historiquement, l'Algérie était vraiment dans la position du restaurant qui importe sa farine. Les données rappellent qu'il y a à peine une décennie, le pays dépensait des fortunes pour importer des millions de tonnes de fer. Pour ses propres infrastructures, hein. Oui, pour ses barrages, ses logements publics. C'était une hémorragie financière constante et une grosse vulnérabilité stratégique. Et justement, le rapport souligne que le premier jalon de cette transformation, ça a été d'atteindre l'autosuffisance. Un cap énorme. Donc stopper l'hémorragie et produire assez en interne. Mais là, je vais me faire un peu l'avocate du diable. Allez-y, c'est fait pour ça. À travers le monde, qui brandissent l'étendard de l'autosuffisance, on en connaît plein. Et souvent, la réalité derrière ces grandes annonces, c'est une industrie lourdement subventionnée, protégée par des barrières douanières, et qui produit à perte juste pour le marché local. Le fameux colosse aux pieds d'argile.
Exactement. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver face à ce genre d'illusion ici? Qu'est-ce qui nous prouve factuellement que ce complexe est un acteur globalement compétitif et pas juste une belle opération de communication? C'est une prudence analytique hyper importante. Beaucoup de pays tombent dans ce piège de la substitution aux importations et créent des monstres industriels incapables de survivre sans aide de l'État. Voilà. Mais ce qui distingue le modèle Tosserie Algérie, c'est justement cette association de capitaux avec une expertise étrangère qui a déjà fait ses preuves, la technologie turque en l'occurrence. C'est pas un projet qui fonctionne en vase clos. Et la preuve tangible de ça. La preuve irréfutable, c'est son passage fulgurant à l'exportation sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels. Parce qu'on peut pas tricher à l'international, c'est ça. On ne peut absolument pas tricher sur le marché mondial de l'acier. Soit le produit respecte les normes et les prix internationaux, soit les bateaux restent au port. C'est aussi simple que ça. Eh bien justement, penchons-nous sur ces bateaux. Parce que la théorie c'est bien, mais si les navires partent pas, ça sert à rien. Tout à fait. Et le rapport nous donne une photographie super nette du mois d'avril dernier. Et honnêtement, quand on regarde les chiffres, ça donne un peu le vertige. C'est des volumes monumentaux. On parle pas d'un petit colis qu'on suit sur une application, là. On parle de tonnage industriel. Il suffit de regarder les registres portuaires. En fait, le complexe utilise toute la façade maritime de l'ouest du pays comme une immense plateforme logistique. Il faut bien comprendre que les ports à proximité, c'est le prolongement direct de l'usine. Un acier produit à très bas coût perdrait tout son intérêt si l'exportation coûtait trop cher ou bloquée au port. L'utilisation simultanée de plusieurs ports par Tosyali démontre une vraie maturité logistique. Alors détaillons un peu ces expéditions d'avril, parce que je trouve que les destinations racontent une histoire à elles seules. J'ai les chiffres là. Depuis le port de Mostaganem, on a 7000 tonnes de fer à béton qui ont pris la mer direction la Belgique. 7000 tonnes, oui. En même temps, depuis le port d'Arzeuve, 1000 tonnes de billettes d'acier ont été expédiées vers l'Italie. Un autre marché majeur. Et c'est pas fini. Depuis Oran, 5000 tonnes de tôle d'acier laminé à chaud sont parties vers l'Espagne. Et une autre cargaison signale 4500 tonnes de fer à béton envoyées carrément vers le Royaume-Uni. C'est un quadrillage parfait. C'est ça. Mostaganem, Arzeuve, Oran, qui alimentent en même temps la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. On dirait presque un aéroport international en plein boom où les cargos remplacent les avions. Ces chiffres, c'est pas un essai timide, c'est une vraie offensive. C'est une offensive majeure, oui. Et ça révèle un truc bien plus profond que de simples volumes de vente. Quoi donc? Vendre du fer à béton à la Belgique ou au Royaume-Uni, c'est pas une simple transaction sur un marché noir. L'Europe est régie par des normes de construction d'une rigueur implacable. C'est vrai que la réglementation est très stricte. Hyper stricte. Les organismes de certification européens y vérifient tout. La limite d'élasticité, la résistance à la rupture, la composition chimique exacte du moindre gramme de métal. En même temps, une défaillance dans une poutre et c'est un pont entier qui s'effondre. Exactement. Donc le fait que des acheteurs belges ou britanniques valident et intègrent cet acier dans leur propre chantier, c'est le sceau d'approbation technique le plus exigeant au monde. C'est la garantie qualité ultime. Ça certifie noir sur blanc que la qualité métallurgique de l'usine égale ou même surpasse les standards européens historiques. C'est un point crucial. On ne remporte pas un marché en Europe de l'Ouest juste parce qu'on est 2 centimes moins cher. Si l'acier présente des micro-fissures au contrôle douanier, la cargaison est purement et simplement renvoyée, non? Refusé net. Et ça valide toute la pertinence de l'unité de réduction directe dont on parlait tout à l'heure. Cette maîtrise chimique de la purification du minerai, à la fin, ça donne un fer à béton d'une qualité irréprochable. Et pour l'Espagne alors? Parce que le rapport mentionne l'expédition de tôle laminée à chaud. Alors ça, c'est très intéressant. Réussir à expédier 5000 tonnes de tôle laminée à chaud vers l'Espagne, ça montre que l'usine sait jongler avec des demandes très spécifiques. L'Espagne a une industrie navale et de construction mécanique très forte. Donc ils ont besoin de matériaux très pointus. Absolument. Fournir ce marché, ça veut dire être capable de concurrencer les aciéristes espagnols directement sur leur propre terrain. Mais du coup, ça soulève inévitablement la question de la compétitivité tarifaire. Parce que si l'Espagne ou l'Italie importent depuis l'autre rive de la Méditerranée, c'est que le prix, avec le transport maritime inclus, reste plus attractif que l'acier produit en Allemagne par exemple, ou importé depuis la Chine. Totalement. Ça veut dire que l'équation globale, le gaz naturel pas cher, pour la réduction directe, couplée à cette logistique portuaire, ça crée un avantage comparatif redoutable. Un avantage qui est vraiment le fruit de cette vision à long terme. Le partenariat a permis d'implanter la technologie la plus moderne du premier coup. Ils n'ont pas eu à bricoler de vieilles usines.
Voilà, ils évitent le fardeau des installations vieillissantes qu'il faut sans cesse rénover, ce qui plombe beaucoup de pays européens aujourd'hui. En partant d'une page blanche, l'efficacité énergétique et logistique a été pensée dès le premier jour. Quand on prend un peu de recul, l'évolution que révèle ce rapport est vraiment saisissante. Si on reprend la chronologie, on a une nation qui importe massivement, qui subit le yo-yo des cours mondiaux et épuise ses devises. La situation classique. Puis, boum, un partenariat stratégique, transfert de technologie et construction d'une infrastructure titanesque de A à Z, de la petite boulette de minerai jusqu'à la bobine d'acier. Le pays atteint l'autosuffisance, ferme le robinet des importations. Et ensuite, la machine s'inverse. Ouais, en l'espace de quelques années, les navires font le chemin inverse et inondent les marchés les plus stricts de l'Occident. Cette trajectoire, elle casse complètement une vieille croyance. Laquelle? Celle qui disait que la diversification économique des pays exportateurs de pétrole ou de gaz était toujours vouée à l'échec. L'exemple de Tosyali Algérie prouve qu'avec les bons capitaux au bon endroit et une cible exigeante, la dépendance à l'énergie brute n'est pas une fatalité. C'est un vrai modèle d'école. Un modèle qui fera date, oui, et qui est scruté à la loupe par beaucoup d'autres pays émergents. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est comment ce partenariat permet de sauter des étapes. Au lieu de gravir lentement l'échelle de l'industrie légère vers l'industrie lourde sur 50 ans, là, on installe directement un acteur de poids mondial. C'est un raccourci sidérant sur la courbe de développement, ouais. La combinaison des ressources algériennes et de l'ingénierie turque crée un vrai pôle de compétitivité nouveau. Les dynamiques du commerce sont vraiment plus malléables qu'on le pense. Si un acteur pareil peut émerger aux portes de l'Europe, en profitant de routes maritimes super courtes, ça remet toute la région en perspective. Le sud de la Méditerranée, ce n'est plus juste un réservoir d'énergie ou un marché pour nos produits finis. Et ça amène inévitablement à une réflexion de fond sur notre propre avenir industriel. On vit une époque où le Nord se concentre à fond sur les services, la tech, et délègue l'industrie lourde. On sous-traite nos fondations, en gros. C'est ça. Mais si les pays qu'on considérait comme des simples fournisseurs de matières premières maîtrisent aujourd'hui la chimie de l'acier haute technologie, les bobines pour nos voitures et nos frigos, que reste-t-il réellement aux puissances industrielles historiques? La question mérite d'être posée. Si l'ossature métallique du monde moderne se déplace vers le sud, les anciennes nations manufacturières ne risquent-elles pas de se retrouver à simplement concevoir les plans d'un monde qu'elles ne savent plus construire elles-mêmes? C'est une perspective un peu troublante à méditer la prochaine fois qu'on verra une grue s'élever dans le ciel de nos villes.